Yes. What up? What it do, what it does. Bienvenue au podcast Fear, which stands for... Face everything and rise. That's what's up. Rise and shine. That's what's up. OK, aujourd'hui dans l'émission, dans le podcast, quoi qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on a un invité spécial. Ouais. On a un homme qui détient un bagage quand même assez intéressant dans le milieu de la santé. Qui a réussi à vraiment faciliter l'accès aux services de santé et qui va nous présenter un petit peu sa plateforme. Donc, on a l'honneur d'accueillir cette semaine pour le deuxième épisode Jean-Pierre Sabé-Afiki, qui est le fondateur de Media Alpha. That's what's up. J'ai vu des vidéos parce que j'ai fait une petite recherche aussi. Tu m'as envoyé de quoi par rapport à ce que monsieur il fait. Puis j'étais vraiment impressionné. I'm like, yeah, c'est un entrepreneur comme nous. Puis il est peut-être un petit peu plus avancé que nous dans ce processus-là. C'est un honneur de l'accueillir avec nous aujourd'hui. Sans plus tarder, on a l'immense honneur d'accueillir Jean-Pierre avec nous aujourd'hui à Fear. Enjoy! Bon, Jean-Pierre, what's up first off? Comment ça va? Fantastique, merci. Tranquille. On est là, on gère. Donc, tout d'abord, merci pour ta présence aujourd'hui à Fear. Tu es notre premier invité de notre podcast. Merci. Donc, j'ai pensé à toi parce que tu as quand même un bagage quand même assez intéressant. Puis, j'aimerais partager avec les gens aujourd'hui ton parcours. Donc, si tu peux tout d'abord expliquer comment t'es venu l'idée de partir Media Alpha et c'est quoi ton background dans le fond? Right. Avant qu'on commence, je vais te demander une question. Est-ce que tu veux les réponses courtes ou les réponses longues? Parce que je peux avoir les deux. Écoute, laisse-toi aller. All right. Well, résumé court, Media Alpha, on est une entreprise qui se spécialise dans les services de santé à domicile et les services en pharmacie. Donc, ça, c'est le résumé simple de ce qu'on fait. Comment on est arrivé avec cette idée? Cette idée, c'est une idée qui existe depuis probablement 15 ans. On avait créé un concept échelonné sur environ 15 ans sur comment on allait changer le système de santé puis coordonner les soins en santé. Donc, on a fait une série d'entreprises qu'on a développé dans le passé, incluant des centres de recherche, des cliniques médicales, des programmes de gestion de maladies cardiovasculaires. Donc, on fait ça depuis plusieurs années. Peut-être il y a 5 ans, j'ai vendu toutes les autres compagnies et on a ouvert Media Alpha parce qu'on voulait servir le service à domicile. On comprend que le service à domicile, c'est quelque chose qui est très important dans tous les domaines, que ce soit Uber, que ce soit Foodora, que ce soit tous les services à domicile. Donc, le même principe d'avoir un système de santé qui peut répondre à un besoin ponctuel, c'est super important. Donc, c'est pour ça qu'on a créé Media Alpha, essentiellement. Merveilleux. Écoute, c'est sûr que tu mets beaucoup l'emphase sur le service à domicile. Est-ce que c'est parce que tu as voulu suivre la tendance de la technologie que tu t'es embarqué dessus? Dans un certain sens, la première chose à voir dans n'importe quel business, c'est regarder qu'est-ce que le client veut, right? À la fin de la journée, peu importe comment les lois fonctionnent, peu importe comment le système fonctionne, si tu regardes qu'est-ce que le client cherche à avoir, tu vas pouvoir créer quelque chose que le reste du monde vont suivre. Donc, de la manière que la santé s'en va, même si les lois ne le permettent pas encore ou la technologie arrive à le faire, on sait que, numéro 1, de plus en plus les gens sont occupés. On sait que les gens veulent avoir quelque chose qui est efficace, flexible dans leur horaire à eux. C'est pour ça que Uber a pris la place sur toutes les autres services de déplacement, par exemple. On sait que la télémédecine, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. On voit ça arriver avec les compagnies comme Dialogue, EQ Care. Donc ça fait que c'est des compagnies qui sont récentes. Mais par contre, il y a des pays que ça fait peut-être 15 ans qui font déjà de la télémédecine, puis on voit qu'il y a une valeur ajoutée d'aller chez le patient pour faire ce type de service. Mais du moment qu'on fait de la télémédecine, c'est avoir le médecin, par exemple, ou le professionnel de la santé qui est derrière un écran, qui fait une vidéoconférence avec le patient. S'il n'y a pas un professionnel de l'autre côté, on voit une diminution de l'efficacité de la visite parce que le patient finit par oublier tout ce qui a été dit par le médecin. Donc, l'idée d'avoir un professionnel de l'autre côté qui peut prendre la pression, qui peut voir à répondre aux questions, faire un wrap-up avec le patient, c'est super important. Puis en même temps, si par exemple, sur le coup, il fallait faire des prélèvements sanguins ou certains tests de dépistage, il y a quelqu'un qui est on the spot qui peut le faire. Donc, c'est super important de voir où la tendance s'en va, puis d'y aller avant. Des fois, on est first mover, ça prend un peu de temps, mais de l'autre côté, si on se positionne bien, on peut avoir des grosses parts de marché, puis à ce moment-là, on peut aider beaucoup de monde. Donc, c'est un peu la perspective dans laquelle il faut aller du moment qu'on part une business, à mon avis. Donc, pourquoi on a fait ça comme ça? Parce qu'on savait que c'était le besoin de la population. Merveilleux. Écoute, c'est sûr que de nos jours, il y a une panoplie de business. C'est énorme. Tout le monde est axé sur l'Internet. Pourquoi tu as choisi la santé spécifiquement?
Ça, c'est une bonne question. La réalité, j'aurais peut-être même fait encore plus d'argent si j'étais en train de vendre du café ou des produits qui étaient consommables, Exactement. qui étaient à scale dans un autre monde. Mais la réalité, c'est la suivante. Numéro 1, je suis pas né, j'avais pas pensé, j'avais beaucoup d'ambition, puis j'en ai encore beaucoup par rapport à ce que je veux accomplir. Numéro 1. Numéro 2, j'ai commencé avec ce qui était le plus accessible. Tu sais, à la base, je suis pas un gars d'homme d'affaires, j'ai pas étudié en administration, rien, je suis un microbiologiste. Donc, comme microbiologiste, 1, je n'étais pas habitué à parler à personne. Numéro 2, je n'étais pas habitué à penser business, j'étais habitué à penser science. Donc, moi, je suis motivé par trouver des solutions qui peuvent aider. Puis, vu que j'étais en microbiologie, ben, toutes les pathologies, j'étais au courant de ce que c'était. Donc, j'ai commencé à travailler là-dessus. Curieusement, j'ai travaillé juste 3 mois comme microbiologiste parce que, par circonstances, quand j'étais plus jeune, j'allais dans des clubs. Puis j'allais souvent dans le même club qui s'appelait Orchid. Je sais pas si tu connaissais ça. C'était sur la rue Saint-Laurent. Ça, c'est un Donc j'allais à Orchid pendant. Ouais, c'est loin là. Puis là, j'allais là-bas avec des amis. Et un moment donné, je suis allé assez souvent. Puis le monde, mes amis, ils sont tranquilles. C'est du monde relax, un peu comme toi. Ils prenaient des bouteilles. Puis là, quelqu'un il vient me voir. Puis il me dit, hey, toi là, t'as l'air d'un gars qui connaît tous ces gens-là. Je dis, ouais. Il dit, ça te tente pas de venir ici. Puis on va te payer pour venir. Comme ça, tes amis vont venir. C'est quoi le deal? Il dit, à chaque fois qu'il consomme, tu as un pourcentage. Je dis, ça se fait, ça? Attends, il te payait pour être présent, dans le fond. Il m'a payé pour être présent parce qu'il savait que mes amis allaient venir puis allaient dépenser. Puis là, j'ai dit, puis là, tu vas me donner un pourcentage des ventes, puis à chaque fois que quelqu'un vient, tu me payes. Donc, je fais la même chose que je fais à chaque fin de semaine, mais tu vas me payer pour ça? Ça, c'est ma première réalité que la business, ça fonctionnait comme ça. Puis là, j'ai dit, all right. So, 3 mois plus tard, j'ai arrêté d'être microbiologiste. Je travaillais la fin de semaine, dans le fond, dans les clubs. Puis je faisais plus d'argent qu'être microbiologiste. J'écoutais ma job, puis c'est ça que je fais. J'avais fait ça pendant une période d'années. J'ai construit une business qui s'appelait Coco Entertainment d'événements. J'emmenais des artistes de partout dans le monde. Ça avançait bien, mais l'événementiel, c'est quand même assez dur à percer ou bien... Non, ça fonctionne bien, sauf que c'est un peu shady des fois. Ah, c'est Donc, sûr. Moi, c'est pas mon style du tout. Par coïncidence, j'avais un oncle cardiologue. On s'est parlé, puis il a dit, tu sais, moi, j'avais l'intention de faire un programme de prévention cardiovasculaire. Je sais pas, j'ai pas le temps de gérer ça, je suis cardiologue, je sais pas comment le faire. Moi, j'ai dit, ben regarde, ça doit pas être trop compliqué. Si j'ai pu faire un programme un truc d'événement, puis je suis un microbiologiste, on peut construire ça. On a ouvert le programme. En 4 mois, on voulait avoir 500 clients. J'ai fait ça en 4 mois. Les gens payaient un montant annuel pour faire le programme. On a fait un revenu super intéressant. Puis en même temps, ce qui était le fun, qui était le plus important en réalité, c'est que ça a prouvé que si on avait une infirmière ou une infirmière qui était avec le professionnel, le médecin, pour faire les visites médicales, mais on voyait que le patient, numéro 1, il était plus assidu, donc il faisait attention à ses médicaments, il faisait attention à sa manière qu'il mangeait, parce que l'infirmière avait une relation, puis quand tu as une bonne relation avec le professionnel, ben, tu te retrouves à vouloir faire, dans un sens, lui faire plaisir, mais en même temps, tu réalises que ça fait des changements parce que c'est comme avoir un coach, right? Tu as quelqu'un qui te check. Le médecin, ils sont excellents, les médecins. Il faut leur donner... Il faut donner à César ce qui est à César. Mais de l'autre côté, les médecins sont payés à l'acte. Donc, des fois, c'est du volume. Des fois, ils sont occupés. Ça va vite. Ils ont beaucoup de responsabilités. L'infirmière est payée à l'heure. Elle peut prendre 15, 20 minutes, 30 minutes, vraiment expliquer aux patients tous les trucs. Changement de style de vie. Tous les patients qui étaient dans le programme, même si c'était un excellent médecin, mon oncle, là, massif, qui est bon comme médecin, les patients sur le programme, même médecin, mais une infirmière de plus, changement drastique dans leur santé. C'était juste comme, qu'est-ce qui a cliqué, qui a dit, OK, on peut faire quelque chose de huge avec ça. Il y a une meilleure prise en charge en d'autres 100%. Okay. Ça, après ça, c'est pour ça qu'on a ouvert des centres de recherche pour faire des études sur la santé. C'est pour ça qu'on a ouvert des cliniques médicales. On en avait 50 médecins sur 3 cliniques médicales avec un concept un peu différent. Donc, c'est ça qui a permis qu'on a avancé vraiment vite en termes de croissance clinique. Puis après ça, je voulais faire le service à domicile. Conjointement avec les autres business. Donc, ça veut dire d'offrir le service à domicile. Les médecins font la prescription, on fait le service à domicile parce qu'il y a beaucoup de patients qui ne font pas leur prise de sang avant leur rendez-vous, comme 40% de la population, en fait. Donc, on voulait couper ça en faisant le service à domicile pour enlever l'excuse. Puis après, il y a une loi qui a passé qui a dit tu ne peux pas être propriétaire d'un laboratoire privé, Medialpha, et d'être propriétaire de clinique en même temps si tu as des médecins qui sont partners. J'ai fait un choix, j'ai vendu des cliniques, j'ai gardé ça. Puis maintenant, on a retourné 15 ans en arrière, on a développé une alternative qui est un programme de prévention cardiovasculaire qu'on lance mardi en pharmacie. Et là, à ce moment-là, tout est correct, tout est legit. Et on peut offrir aux gens qui n'ont pas de médecin de famille un service en santé qui leur permet d'avoir accès à un médecin, une infirmière puis un pharmacien pour faire leur prise en charge cardiovasculaire, ce qui me ramène à mon premier business, mais de façon que ça coûte encore moins cher. En réalité, ça va être gratuit bientôt pour la population parce que c'est le gouvernement qui va couvrir tout ça. Et ça va faire en sorte que les gens auront accès à la santé
à un niveau qui n'est pas accessible en ce moment, puis on va pouvoir faire de la prévention avec les preuves que j'avais dans le passé. Puis ce qui est encore plus cool, puis j'ai arrêté de parler après ça, mais je t'ai dit longue réponse, right? On a développé un algorithme, un partenaire à nous a développé un algorithme qui permet d'avoir l'intelligence artificielle, qui nous permet en fait d'avoir les meilleurs ajustements thérapeutiques possibles dépendamment des résultats de prise de sang du patient pour faire en sorte qu'on peut avoir le meilleur suivi. Puis cette personne-là a fait une étude vraiment brillant comme gars. C'est un invité que vous devriez avoir un moment donné. Il a fait une étude sur 175 de ses patients sur 3 ans, qui a payé un économiste indépendant, puis ont prouvé qu'il a réduit le risque cardiovasculaire de 7,2 %. Mais ce que ça veut dire, là, en termes de chiffres pour tout le monde, c'est que si tu as une maladie cardiaque, tu vas à un hôpital. Tu vas à l'hôpital, ça va coûter 11 500 $. Suivre un patient en clinique, ça coûte environ 4 000 $. Donc, tu te retrouves avec le gouvernement qui sauve 7 500 par année par événement. Right? Si tu fais le calcul sur l'extrapolation du Québec, tu vas te sauver environ... tu vas sauver 54 millions à la fin de l'année, si je peux vous envoyer l'article. Mais tu vas sauver 54 millions par année, puis 7100 événements cardiaques, hospitalisations sauvés par année, si on fait ce qu'on fait présentement dans sa clinique, en pharmacie avec le programme qu'on a mis en place. Puis c'est exactement ce qu'on est en train de mettre en place. Donc là, on signe des pharmacies, on a signé nos premiers patients qui vont rentrer dans le programme, puis ça commence mardi, puis on est vraiment excités. Oh my. All right, enough for the résumé. Écoute, c'est sûr. Écoute, c'est tellement intéressant, le fait d'avoir mis un pied dans les pharmacies et vraiment d'avoir trouvé une stratégie que tu as mis en place et qu'ils ont approuvé tout de suite. L'adhésion a été immédiate. Quasiment. Et là, tu dis que tu launches quand exactement? Mardi, le 10 mars. C'est nos premiers patients. On a fait un post là-dessus aujourd'hui. On a booké les premiers patients. Vraiment excités. Écoute, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ta plateforme technologique? Parce que je pense que c'est quand même assez intéressant le fonctionnement avec ta plateforme pour les prises de sang à domicile. Parce que souvent, les gens qui ne sont pas au courant du service, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Puis avoir une brève description de qu'est-ce que tu fais exactement pour le service à domicile serait intéressant pour nos auditeurs, dans le fond. 100%. Ben, regarde. On a différentes plateformes technologiques. Donc, si on va parler de celle de prise de sang, il y a différentes fonctionnalités de base qui sont utiles pour le client. Donc, je vais focuser sur ceux-là. Il y a des fonctionnalités de base aussi qui sont des fonctionnalités qui sont importantes pour le professionnel. Mais pour le client, ce qui est important, numéro 1, c'est que quand on fait une prise de sang, ça, c'est quelque chose à savoir. Si vous avez des assurances collectives, généralement, ça va couvrir vos frais à 80% et plus. Maintenant, le prix va varier selon les tests qui sont demandés par le médecin. Puis, en ce moment, il n'y a pas de compagnies dans le marché qui ont développé un algorithme qui permet de trouver le meilleur prix sur le marché, un peu comme le Expedia des prises de sang. Nous, on l'a développé de façon... Et c'est pour ça qu'on est capable de trouver des meilleurs prix que tous les gens sur le marché, même si on va à domicile du patient. Donc ça, c'est la première chose. On a le meilleur prix au privé pour les prises de sang. Numéro 2, on a aussi le service au public, donc on peut amener les tubes à l'hôpital. Donc à ce moment-là, ça fait en sorte que si vous n'avez pas d'assurance, c'est un coût qui est plus abordable et ça, c'est déductible d'impôt, donc ça revient que c'est pas si cher que ça. Maintenant, un autre aspect du logiciel qui est important pour le patient puis aussi pour le professionnel, c'est qu'on va donner un document détaillé pour que les réclamations d'assurance ou pour fin d'impôt, c'est facile. Mais aussi, on donne un document au professionnel pour vraiment donner toutes les instructions de quel tube utiliser pour minimiser le nombre de tubes. Puis je vous raconte une histoire, c'est drôle, mais avoir un minimiseur de tubes, ça a l'air un peu drôle, mais il y a une patiente qui est venue nous voir, qui est allée faire une de nos infirmières, en fait. Elle était enceinte, elle est allée à l'hôpital pour faire des tests de prise de sang, puis sans joke, puis ça, tu n'es pas supposé dépasser 8, mais l'infirmière à l'hôpital, pour une raison X, a fait 17 tubes. Okay? 17. Toi, t'es infirmier, là, tu sais que c'est pas bon. Impossible. Ça lui a pris 2 jours, puis elle était enceinte en plus. Je comprends pas pourquoi. Ça lui a pris 2 jours à s'en remettre. On a mis ça dans notre logiciel, il fallait 3 tubes. Donc, le point, c'est qu'avoir le nombre de tubes et avoir les instructions associées aux tubes pour minimiser les risques puis minimiser les erreurs, pour éviter d'avoir des répétitions pour cause d'erreurs, notre logiciel nous donne toutes ces instructions-là pour que le professionnel ait les instructions de base et aussi ça envoie des informations aux patients pour comment se préparer. Est-ce qu'il faut être à jeun, il ne faut pas prendre de fer et tous ces trucs-là. Le logiciel le fait par défaut. Comme ça, ça fait en sorte que tout le monde est informé pour minimiser les risques. Écoute, je trouve ça tellement merveilleux d'avoir un système qui minimise, tout d'abord, parce que ça sauve des coûts. On s'entend que c'est pas donné à acheter des tubes. Puis, moi, je suis quand même conscient des coûts derrière parce que je les dépense pour ma compagnie également. Mais le fait d'avoir un algorithme qui calcule vraiment le taux à la baisse,
écoute, c'est qui est gagnant à la base? C'est le client. Et j'aime le fait que tu as un focus sur le client tout d'abord et que tu fais vraiment en sorte que tout le monde soit au courant du service et que tu facilites l'accès également. Donc, ta prochaine étape, comment tu vois le futur, par exemple, dans 5 ans? Le futur dans 5 ans du système de la santé? De ta compagnie. Exactement. En fait, je vais être un peu bold dans ce que je vais dire. C'est pas mal les deux en même temps. Normal. OK. Ouais. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est simple. La population est vieillissante. La mobilité va être réduite. La population étant plus jeune, ils veulent avoir tout sur leur téléphone, ils veulent que ça vienne à eux anyways. Donc, le domicile va augmenter ou le service en entreprise va augmenter. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, on sait que les médecins, ils vont changer leur mode de rémunération. Je sais pas, vous avez probablement vu ça sur les nouvelles, mais Legault, il va changer le mode de rémunération pour que le médecin, à la place d'être payé à la visite, il va être payé par capitation, donc par le nombre de patients qu'ils prennent en charge. Présentement, les médecins sont déjà débordés à prendre en charge des fois quand c'est 1000 patients ou 1200 patients. S'ils se font demander d'arriver à 1500 ou 2000 patients, ça va être vraiment dur. Il faut qu'ils trouvent une façon de déléguer des tâches puis avoir une équipe multidisciplinaire qui travaille avec eux. Il y a déjà un beau travail de fait au Québec avec les infirmières praticiennes, mais en même temps, maintenant, ce qui arrive, c'est qu'avec les nouvelles lois de la loi 41, exactement ce qu'on fait en pharmacie présentement, il y a une façon de travailler en collaboration avec les pharmaciens. Ça coûte pas mal moins cher au système quand ça passe par le pharmacien. Ça permet aux médecins de déléguer plusieurs visites, surtout avec un algorithme comme le nôtre qui minimise les risques parce que ça trouve la meilleure combinaison pour le champ thérapeutique qui est visé pour le patient. Ça fait en sorte qu'on peut avoir un meilleur suivi. À la fin de la journée, ça va faire en sorte que les médecins vont déléguer des visites aux pharmaciens. Donc, avec nous, ces patients-là vont avoir besoin d'une prise de sang pour faire leur rendez-vous. La majorité des patients, là, quand je vous dis que 40% des gens viennent en clinique sans faire leur prise de sang, c'est une vraie statistique. Mais ce que ça fait comme problème, qui est un effet domino que nous, on est en train d'éliminer, c'est que si le patient se présente voir le médecin et il n'a pas ses prises de sang, le médecin ne peut pas faire grand-chose. Donc, lui, le médecin vient de perdre du temps. Il va facturer la RAMQ pareil. Ça, c'est nos taxes qu'il paye. Le patient vient de perdre du temps parce qu'il va voir le médecin ne peut pas l'aider. Il va peut-être attendre 6 mois avant de le revoir. Puis, pendant 6 mois, son problème peut empirer puis il peut avoir un gros problème par la suite. Il y a une personne qui était dans la liste d'attente qui voulait voir le médecin, qui avait peut-être même fait ses prises de sang. Puis, lui, il n'a pas pu voir le médecin à cause que l'autre est venu puis il n'avait même pas fait sa job. Il a priorisé. Donc, le point, c'est que juste ça va minimiser beaucoup. Quand tu peux avoir une prise de sang, si tu le fais à domicile, tu peux avoir des systèmes qui t'assurent d'avoir les résultats faits avant chacune des visites. Ça, c'est des systèmes qui se mettent en place facilement avec de la technologie aujourd'hui. Maintenant, je vais pousser ça un petit peu plus loin. Après qu'on a pris en charge la majorité des patients qui sont orphelins, puis des patients qui ne sont pas orphelins, mais avec un suivi conjoint, pharmacien, infirmière, médecin, la prochaine étape, moi, j'appelle ça ADT de la santé. Puis ça va se passer dans les prochains mois. Qu'est-ce que tu entends par là? Tu connais le système d'alarme ADT? Oui. Moi, je vois parce que 5G s'en vient, la technologie network 5G téléphone. Le 5G, dès que ça arrive, l'Internet devient instantané. On va avoir des voitures qui roulent tout seules. On sait que ça s'en vient. Tout le monde en parle. Tesla, on le sait que ça s'en vient. Il y a NIO en Chine. Comme tout ça, ça s'en vient. Puis ça va changer le landscape numéro 1 de la population. Maintenant, vivre à Saint-Jérôme pour aller travailler à Montréal, si tout le monde, dans 5-10 ans de là, tout le monde a des voitures électriques, il n'y a plus de trafic. Tu peux habiter à Saint-Jérôme, tu arrives à Montréal en 1 heure parce qu'il n'y a pas de trafic, il n'y a pas d'accident, tout est cool, right? Pourquoi je te dis ça? C'est parce que à la fin de la journée, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas avoir l'Internet de façon instantanée, toute la santé connectée, ta montre, j'ai un exemple. Google a investi dans une compagnie qui donne un verre de contact, puis avec les larmes de tes yeux, ça calcule ton sucre en instantané. Tu as des compagnies qui ont des montres avec des lasers qui font la même chose. Tu as des ExoSkin qui regardent la façon que tes poumons fonctionnent. Tu as des systèmes pour avoir la fréquence cardiaque en continu. Donc, l'idée, c'est que moi, ce que je vois qui va se passer comme dans les prochains mois, on va commencer avec 5G, j'ai déjà en conversation avec des compagnies pour ça, c'est que tes patients vont tous utiliser des outils comme ça. Que ce soit leur Fitbit, leur Apple Watch, peu importe, Google Watch, name it. Ils vont tous l'utiliser, puis tu auras des infirmières qui vont être avec MediAlpha, qui vont regarder... Qu'est-ce qui se passe? OK. Sa pression est haute, il y a un flag qui arrive. Monsieur, ta pression est haute, il faut qu'on se regarde. Hey, ton sucre, ça fait comme quelques semaines, là, je vois que c'est pas organisé. C'est parce que c'était des fêtes, on n'a pas fait attention, mais regarde les courbes d'avant, c'était correct. OK, pas de problème. Il y a les Dispills, tu sais, les Dispills pour les personnes qui veulent se mettre placer leurs médicaments. Maintenant, il y a des Dispills qui sont électroniques. Donc, imagine la situation où ta mère, comme ma mère, elle habite tout seule dans sa résidence, puis elle a un Dispill qui devient électronique. Donc là, le truc lui dit, à midi, il faut que tu prennes ce médicament-là. Si elle ne prend pas son médicament, qu'est-ce que moi je pense tout de suite? Si je ne le sais pas, disons qu'elle est tombée.
elle se casse une hanche. Je ne sais pas, right? Mais si le Dispel, elle n'a pas pris ses médicaments, lui fait une alarme, puis après que l'alarme sonne, il n'y a rien qui se passe, ben je veux que quelqu'un reçoive un appel, mon infirmière, qui dit « Hey, madame, est-ce que vous avez pris vos médicaments? » Si elle dit « J'étais aux toilettes », pas de problème. Mais si elle ne répond pas, moi, je veux le savoir, parce que peut-être ma mère est tombée et s'est cassée une hanche. Puis ça, c'est pas une blague, parce qu'une fois, je suis venu chez moi, juste pour lui dire visite par surprise, puis elle était par terre. Wow. Donc, si je n'avais pas arrivé par chance, who knows? Donc, le point, c'est que la santé connectée, moi, j'appelle ça ADT de la santé. Ça va arriver, c'est sûr et certain. Et ça va nécessiter encore plus d'infirmières. Ça va réduire les coûts à la système de santé parce qu'on va passer du côté curatif à préventif. Et là, ça va faire des gros changements. Donc, moi, c'est là que je vois que le système de santé va aller. Emmène la télémédecine là-dedans. Emmène ça avec la santé connectée. It's a no-brainer. Tout va aller vers la prévention. Les coûts de système de santé vont baisser autant pour les assureurs que les gouvernements. And that's the way it's going to go. Il y aura moins d'engorgement également parce que 100 000 on est dans la prévention à la base. Big time. Mais juste pour une petite parenthèse, qu'est-ce que tu penses comment les compagnies pharmaceutiques vont réagir s'il y a beaucoup plus de prévention face au fait que si on n'a plus de malades, plus de médicaments? Il y aura tout le temps un mélange, right? C'est comme dans n'importe quoi. La prévention, c'est sûr que on veut éviter d'avoir des médicaments quand on fait de la prévention, mais ça aura tout le temps une place. Mais la place va être différente. Numéro 1, les compagnies pharmaceutiques sont dans une grosse période de changement. Parce qu'avoir des brevets pour des médicaments blockbuster, c'est très dur. Avoir des brevets pour des médicaments où tu vas pouvoir justifier au gouvernement que ça vaut la peine de couvrir par-dessus un générique qui vaut moins cher, comme par exemple les nouvelles molécules, le Repata d'Amgen, c'est une molécule magnifique. Moi, j'ai fait des études cliniques avec ces médicaments-là. Fantastique. Le problème en ce moment pour eux, puis j'espère que ça va passer parce que c'est un bon médicament, c'est que Crestor puis Lipitor sont génériques, ça coûte 2 cents au gouvernement, je ne sais pas c'est quoi le prix exact, mais au bout de la ligne, si le gouvernement doit payer 2 cents pour quelque chose qui est prouvé qui fonctionne versus peut-être 40 000 $ la dose ou 20 000 $ la dose, je ne connais pas le prix non plus, ben le choix est simple pour le gouvernement monétairement. Est-ce que c'est bon pour le patient? Ça, c'est une autre histoire, mais l'idée, c'est que présentement, ça fait la job de le faire avec le générique. Donc, les compagnies pharmaceutiques, ils doivent trouver une façon de réduire leurs coûts. Il y a plein de façons de réduire les coûts pour trouver des nouveaux médicaments. That's another podcast. Mais pour l'instant, je pense que la prévention va faire en sorte que, oui, les pharmaceutiques vont devoir adapter un peu la game. Ils vont devoir trouver une façon d'adapter leurs revenus. Mais en même temps, de l'autre côté, si je vais aller dans le flip side, il y a beaucoup de façons qui vont pouvoir réduire leur accès à créer des nouveaux médicaments. Et ça va faire en sorte qu'ils vont pouvoir trouver une rentabilité peut-être de façon un peu différente pour des produits un peu plus niches, puis ils vont devoir commencer avec ça. Mais il faudrait avoir une longue conversation pour avoir cette réponse-là. Mais c'est sûr qu'ils ne sont pas très enjoués de ce qui est préventif, parce qu'à la fin de la journée, ça vient manger dans leur part de marché. Exactement. Mais, to be honest with you, tu sais, patient first, c'est pas mon problème. Je vois le genre. Écoute, tout à l'heure, tu as quand même mis l'emphase beaucoup sur technologie et autres, et que la direction que la technologie va prendre au niveau de la santé. Est-ce que dans tes plans, peut-être une application serait quelque chose que tu aimerais sauter dessus? 100%. Il y a différentes applications qui vont arriver. La seule bémol, encore une fois, que je ne suis pas encore sûr, puis ça, c'est très transparent, c'est qu'il y a tellement d'investisseurs, il y a tellement de business qui peuvent venir de partout dans le monde, que ça se peut qu'il y ait comme vraiment, vraiment beaucoup de joueurs. Donc, si on a à créer une application, ou j'espère que quelqu'un va la créer, puis si quelqu'un la crée, ben appelez-moi, c'est d'avoir une application qui va être agnostique. Ça veut dire qu'il va se connecter avec n'importe quel, avec plusieurs outils. Je sais qu'il y en a qui existent, mais je veux vraiment quelque chose de large. Parce que sinon, si je crée mon application qui n'est pas agnostique avec le EDT de la santé, par exemple, ben ce que ça veut dire, ça veut dire que tout le monde va devoir utiliser ma montre. Mais là, moi, il faut que je sois être capable d'être... Ça devient comme une nouvelle business, dans le sens où s'il y a un gars en Chine ou un gars aux États-Unis qui crée quelque chose de plus sharp, ben là, je suis fait. Mon produit est comme désuet, puis après ça, je recule en arrière. De l'autre côté, c'était juste une plateforme technologique qui connecte, parce qu'à la fin de la journée, moi, je veux juste avoir la data pour être en sorte que je puisse flaguer la personne rapidement. Ben, c'est plus facile de créer une app, si je devais créer une app, qui va se connecter à tout le monde. Par contre, probablement quelqu'un va la construire avant moi, qui est probablement plus technologique que moi, mais dans ce contexte-là, je pense que ce serait plutôt ça. Si je devais créer une app, c'est une app qui serait capable de connecter avec différents outils, juste pour avoir un API qui va me connecter à avoir la data pour que je puisse avoir mes flags. Puis mes flags vont devenir sur un dashboard qui m'appartient, qui
qui fait que tous les patients ça a l'air de la même chose. Parce qu'à la fin de la journée, la donnée, c'est la même, right? Comme le taux de sucre, c'est le taux de sucre. Donc, c'est probablement plus dans cette direction-là que je verrai l'application pour MediaAlpha. Je vais la construire ou utiliser la plateforme de quelqu'un qui va le faire pour faire un deal avec eux. Normal. Yeah. Je pense que tu viens de donner un blueprint à quelqu'un qui nous écoute sur quelle application sortir. C'est sûr qu'ils vont presser rewind pour vraiment écouter en détail ce que tu as dit. Écoute, en relation avec le titre de notre podcast, Fear, est-ce que tu peux nous donner un petit peu, c'est quoi ton plus gros obstacle que tu as fait face à en étant entrepreneur? Le plus gros obstacle, honnêtement, il y en a plusieurs. Le plus gros obstacle, numéro 1, c'est la personne derrière la business. Si l'entrepreneur qui est derrière la business n'a pas de persistance, n'a pas un EQ qui est prêt à se développer tout le temps pour pouvoir apprendre à dealer avec les personnes, d'apprendre à vouloir face the nose, des gens qui vont dire non, des gens qui vont dire que ton idée est stupide, il y a des gens qui vont dire like you should be doing something else, peu importe quoi, ça c'est la première chose, parce que si l'entrepreneur qui build la compagnie perd la confiance dans sa business, ben après ça, tout va tomber, right? Comme je peux te dire que oui, les lois, par exemple, on est au Québec. Les lois sont vraiment complexes. Les lois avancent pas aussi vite que la technologie. Donc, des fois, tu as des lois qui, tu dis, ça fait aucun sens. Puis après, tu peux pas avancer. Donc, oui, les lois, ça joue quelque chose. Mais l'idée, c'est que tous ces facteurs externes peuvent être... Tu peux tout le temps trouver une solution s'il faut trouver une solution, right? Par contre, si l'entrepreneur qui est derrière la business tombe intérieurement, là, pas physiquement, ben la business tombe pareil. Donc, le plus grand obstacle, c'est généralement nous parce qu'on a peur de se faire rejeter. Exemple, tu sais, pendant longtemps, moi, je suis un gars à la base qui est gêné, right? Donc, il a fallu que je travaille longtemps pour faire des choses stupides, pour développer ma personnalité, pour être willing d'être prêt de parler devant un micro. Par contre, c'est nécessaire. C'est en business. Mais ça m'a pris du temps parce qu'il a fallu que je fasse des exercices là, de juste me forcer à compter le nombre de personnes à qui je vais dire allô à des étrangers, juste pour le principe de pouvoir dire allô à quelqu'un. Right? Like, j'ai fait ça comme pendant plusieurs mois, plusieurs années, à juste avoir 5 cents ou 10 cents noirs dans ma poche droite. Puis à chaque fois, je disais allô à quelqu'un que je connaissais pas, random. Je mettais une scène de l'autre côté juste pour m'habituer à pouvoir dire allô à quelqu'un parce que j'étais trop gêné de dire allô à quelqu'un. Parce que moi, j'étais habitué à être avec mes microbes qui parlent pas, right? Donc, like, c'est des choses comme ça. Mais si l'entrepreneur est pas willing, then everything falls behind anyways. Donc, je pense que le plus gros obstacle, c'est nous-mêmes. Normal. Donc, c'est pour ça que j'aime le contexte de Fear. Le contexte de Fear, ouais, c'est sûr. Face everything and rise. Exact. Écoute, ce qui est quand même intéressant avec tout ce que tu as mentionné, dans le fond, c'est vraiment le fait que tu as pris de l'initiative pour vraiment plonger dans autre chose, faire face à tes peurs. Mais j'ai remarqué que ces temps-ci, sur les réseaux sociaux, tu es quand même axé sur des messages de motivation. Est-ce que dans un futur proche, tu as comme l'intention de lancer une série axée sur vraiment le fait de motiver les gens à aller de l'avant? Oui, ben dans le fond, les deux. C'est merci que tu l'apportes, si je peux me permettre. Je mets la lumière dessus, c'est sûr. Donc, tu sais, comme en commercial, JP Afaki, JPAFFAKI, parce que mon nom n'est pas facile. Donc, l'idée, c'est que, oui, je vais faire les deux, parce que de un, je trouve que l'entrepreneur derrière la business, c'est de plus en plus important qu'il ait un message qui lui appartient, qui partage à tout le monde. Moi, mon message, comme je mentionnais, c'est vraiment relié au développement personnel. Maintenant, la raison pourquoi je le fais, il y en a plusieurs. Numéro 1, c'est parce que je pense que chaque personne qui est dans la salle ici, si eux faisaient le même type de message, leur angle va atteindre une personne que moi, peut-être, je ne pourrais pas atteindre. Donc, au bout de la ligne, ensemble, à la collectivité, on va atteindre plus de monde. Donc, la première raison pourquoi je le fais. Numéro 2, ce que je vois en termes de business, c'est que souvent, les gens, quand ils vont vouloir savoir c'est qui ce gars-là, right? C'est qui MediaAlpha, c'est qui la compagnie, c'est qui la personne derrière MediaAlpha. Si les gens comprennent ma personnalité, mon attitude, mon cœur, ma passion, qu'est-ce que je veux faire, le fait que je suis prêt, j'aime aider les gens, ben ça vient de faciliter beaucoup de choses pour ma compagnie aussi, MediaAlpha, parce que les gens vont dire, OK, je peux faire confiance à cette compagnie-là, je sais qu'ils travaillent fort à faire en sorte que les choses avancent pour nous autres, pour l'accès à la santé. Quand il dit qu'il veut l'accès à la santé, il le veut vraiment, parce que c'est vraiment ça que je veux. Mais sauf que de l'autre côté, en mettant public qu'est-ce que j'ai dans JP Afaki, c'est que ça fait en sorte que ça me met aussi redevable à tout ce que je fais. Parce que c'est ma personnalité, mais là, je le mets à l'extérieur. Donc, si je le dis, like, you gotta live by what you say. Donc, c'est important de pouvoir
de pouvoir focuser là-dessus. C'est sûr que dans le futur, oui, je me vois faire beaucoup plus de séries, faire des collaborations comme on fait présentement, que j'apprécie, by the way, vraiment beaucoup. Ah, t'inquiète. Puis de pouvoir être aussi... J'ai déjà parlé comme à 2 occasions, par coïncidence, devant des groupes de 5000 personnes. Je pense que c'est bien, puis c'est très apprécié et tout, mais à la fin de la journée, c'est tout le temps le but, c'est d'atteindre une personne. T'sais, si tu parles à 5000 personnes, si tu changes la vie d'une personne, ripple effect, ça va aider. Donc oui, je me vois éventuellement pouvoir faire ça, mais je pense que ça va être conjoint avec le fait que c'est... comment je peux dire ça? T'sais, si le personal brand de Jean-Pierre peut prendre de l'expansion, à la fin de la journée, c'est juste parce que ça va aider les autres compagnies aussi que je fais. Changer les vies des gens, puis aider les autres compagnies. Puis les autres compagnies, présentement, il y a Media Alpha, il y a différentes verticales dans Media Alpha, donc ça fait juste aider tout. C'est un peu ça l'idée globale de qu'est-ce qui se passe. Écoute, je pense qu'on a couvert le tout. Je te remercie énormément pour ta présence aujourd'hui. Si tu peux juste répéter aux auditeurs comment te rejoindre sur les réseaux sociaux. Parfait. Et on va mettre fin au podcast. All right. Merci beaucoup. Avec Media Alpha, c'est Medi comme médical, Alpha comme la première lettre grecque, donc medialpha.ca. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Moi, personnellement, c'est P comme Jean-Pierre, Afaki, donc c'est AFFAKI. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, bientôt TikTok. Donc, vous allez pouvoir me voir sur les médias sociaux. S'il vous plaît, subscribez parce que c'est important. Subscribe à Fear sur leur channel, c'est important aussi. Donc, merci beaucoup de nous supporter à tous les auditeurs qui ont écouté ce message aujourd'hui. Puis j'espère que ça vous a nourri puis ça vous a aidé. I'm really impressed. I mean, I was over there. J'écoutais ce qu'il me disait là, puis j'étais comme wow, c'est très impressionnant. C'est vraiment impressionnant d'avoir a young brother that he's about his business. Puis ça là, c'est comme wow, c'est inspirant. Ouais. Sérieux, bravo. Encore une fois, bravo. Non, écoute, c'est énorme le fait d'avoir des stratégies en place pour vraiment faciliter cet accès à la santé. Right. Puis d'avoir des plateformes technologiques pour supporter le tout. Et la vision également. Hein, tu vois, comme personnage, il a quand même beaucoup d'ambition, beaucoup He knows his shit. He knows his shit. So, à la fin de la journée, le fait qu'il est très motivé, l'énergie est là, les ondes positives sont là. Donc, on est vraiment fiers d'avoir un invité comme celui-ci. Tu sais, comme c'est pas mon domaine, je connais absolument rien, mais en entendant parler, j'écoutais la conversation, puis comme puis I felt like I knew what he was talking about. C'était quelque chose, c'était vraiment bien. Sérieux là, bravo. Ça met fin cette semaine au podcast. Yes. Deuxième épisode, notre célébration de notre deuxième épisode. Yes. C'est sûr qu'on va continuer avec beaucoup d'invités, beaucoup d'échanges avec les gens pour vraiment mettre l'emphase sur Face Everything and Rise. Mais JP doit revenir, hein? Ouais, c'est sûr. On va mettre JP en valeur, c'est sûr. Sure. Puis on va continuer à vraiment foncer et vraiment partager du contenu qui fait du sens pour vous. Donc on vous remercie pour votre écoute, en d'autres mots. Puis on se voit au 3e épisode. Normal. Stay tuned.